Bonjour Daniel, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Tu as fait un travail tout à fait formidable pour nous aider à entrer dans la compréhension de cette situation très impressionnante qui est la montée de l'antisémitisme dans toute l'Europe et de façon singulière en France. On se permettra de rappeler qu'il y avait eu un événement important le 1er février 2021 avec la remise d'une déclaration ici même dans la Maison des évêques de France par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, au grand rabbin de France, Raïm Corsia, au président du CRIF à l'époque, M. Francis Khalifa, et M. Joël Navi, président à l'époque du consistoire central. Alors merci de nous offrir ton travail et on se permet de dire que tu vas développer devant nous un PowerPoint que tu as réalisé et que les uns les autres pourront trouver très exactement en dessous de la vidéo qui est mise en ligne dans notre newsletter et sur le site de la SEF. Merci à toi. Bonjour Christophe, merci pour ton introduction. Moi, je suis très heureuse de pouvoir partager ce travail avec tous ceux qui pourraient en avoir l'utilité là où ils se trouvent, afin d'avoir des données précises sur l'évolution de l'antisémitisme depuis les années 2000, avec bien sûr une attention tout à fait particulière pour cette année présente depuis les événements du 7 octobre 2023. Ce PowerPoint est au nom du service diocésain dont je suis la responsable, donc du diocèse de Saint-Denis, un diocèse, vous le devinez, qui est à la fois un laboratoire et un lanceur d'alerte et qui, depuis les années 2000, effectivement, a vu l'évolution de l'antisémitisme dans nos sociétés. Je rappellerai pour mémoire, avant de commencer ce travail, que de 2006 à 2018, 11 personnes juives ont été tuées en France, donc sur le sol de France, dont 3 enfants, pour la simple raison qu'elles étaient juives. Et je pense que vous reconnaissez Ilan Halimi, les enfants du meurtre antisémite de Toulouse en 2012, les 3 enfants et le papa de Gabriel et Arié, les 4 messieurs qui ont été tués dans l'assassinat à l'Hypercacher, Madame Halimi, qui est morte défenestrée dans un immeuble parisien, et Madame Mireille Knoll, qui elle aussi a été massacrée chez elle par un de ses voisins. Tous sont morts parce qu'ils étaient juifs. Et plus près de nous, cette image très prégnante, dans la cour des Invalides au mois de février dernier, quand le président de la République et de nombreuses autorités présentes ont rendu hommage aux 42 Français qui sont morts dans le pogrom du 7 octobre et dont nous avons vu les visages les uns après les autres se détacher dans cette cour portée par des gardes républicains. Alors, merci Daniel de nous aider à entrer dans les distinctions des mots, donc donner des repères pour ce vocabulaire complexe et en particulier la différence entre l'antijudaïsme, l'antisionisme, la judéophobie. Voilà, c'est très important que tu puisses nous donner des repères pour ce vocabulaire. Oui, oui, Christophe, je crois tout à fait. Je reprends cette phrase d'Albert Camus qu'on a beaucoup citée et qu'on cite encore très souvent, bien nommer les choses pour ne pas ajouter au malheur du monde. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les nombreux commentaires et missions que nous entendons, ces mots sont utilisés, j'allais dire parfois indistinctement. Alors pour nous qui avons à comprendre en profondeur la situation, je crois qu'il est important que nous sachions de quoi nous parlons. Alors je vais commencer par un premier mot, la judéophobie,
très peu utilisé. C'est un mot générique que l'historien contemporain Pierre-André Taguieff avait essayé de réhabiliter. Il n'est pas très souvent utilisé, mais je trouve qu'il est très intéressant parce que si nous cherchons sa définition étymologique, il veut dire la phobie du judéen, la peur du juif. La peur va entraîner le rejet et va aller jusqu'à la haine du juif. Le juif est d'abord un hébreu, puis un judéen qui habite la Judée-Samarie. Et ce mot générique va dépasser tous les habillages que l'histoire mettra sur la haine des juifs. Et il est très intéressant parce qu'il conduit au cœur du sujet. Il s'agit de la haine du juif parce que juif. C'est pourquoi l'antisémitisme ou la judéophobie, pour parler avec ce mot, n'est pas un racisme ordinaire. La haine du juif est contemporaine de la naissance du peuple juif, de son existence même, et surtout dès qu'il est en dehors de sa terre. Ce n'est pas le lieu de faire un cours sur toute la judéophobie antique, mais c'est très intéressant de voir que cette haine du juif née dès l'Antiquité, avant même le christianisme, est déjà porteuse de tous les stéréotypes qui seront développés au Moyen Âge et dans l'époque moderne. Un deuxième mot sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est l'anti-judaïsme. Alors, c'est être contre le judaïsme, c'est-à-dire être contre la religion juive, d'où toutes les condamnations théologiques que nous connaissons bien, nous chrétiens, contre la religion juive. Et puis, c'est aussi être contre, du coup, la vie juive, donc toutes les restrictions et persécutions qui vont être imposées par les sociétés différentes au cours des âges. Mais dans l'histoire occidentale, l'antijudaïsme est essentiellement un antijudaïsme chrétien et vous savez que il y a tout un travail engagé pour justement nous aider à déconstruire cet antijudaïsme chrétien. C'est notre part de responsabilité, une de nos parts de responsabilité à nous chrétiens aujourd'hui. Je voudrais faire une petite remarque, c'est que lorsque sévissait l'antijudaïsme, le juif, si je puis dire, pouvait s'en sortir ou sortir de son statut de banni d'une certaine manière. C'était en se faisant baptiser et c'est très important, vous verrez, pour ce qui va suivre. Le troisième mot, alors nous y arrivons, c'est le mot antisémitisme. Contre le sémite. Alors je dis tout de suite, vous devez le savoir, que le mot sémite n'est pas un mot qui désigne d'abord une race, mais c'est un mot de linguistique qui a été inventé en 1781 par le philologue allemand August Ludwig von Schlosser. Ce linguiste a classifié les langues du Proche et du Moyen-Orient et même du nord de l'Afrique sous un même vocable, celui des langues sémites, parce qu'il y a effectivement des racines communes à toutes ces langues. Pourquoi sémite? Eh bien, il s'est inspiré du nom de Sem, qui est un des fils de Noé. Il suffit de relire Genèse 10, 31. Voici pour l'origine du mot antisémitisme. Mais dans le monde moderne, le mot antisémitisme, au sens où nous l'employons aujourd'hui, va apparaître pour la première fois en Allemagne sous la plume d'un journaliste, William Marr, à l'occasion de la création de la Ligue antisémite à Berlin en 1879. Et il va définir, ce William Marr, le sens du mot antisémite dans la revue Germania en 1882, dans un article dont le titre est Le point de vue racial. Et voilà ce qu'il écrit. L'antisémitisme n'a rien à voir avec la religion, c'est la protestation de la race germanique contre l'infiltration juive. Alors, nous comprenons qu'en particulier à partir du XIXe siècle, puis jusqu'à nos jours, ce point de vue est un point de vue racial. Au XIXe siècle, on développait l'idée, comme vous le savez, des races inférieures et des races supérieures.
Et bien sûr, les Juifs appartenaient à la race inférieure. Donc, il n'était pas possible d'en échapper. Les autres caractéristiques de l'antisémitisme sont le nationalisme et l'anticapitalisme. Ça, c'est un autre sujet que l'on pourra peut-être reprendre une autre fois. En tout cas, cet apogée de l'antisémitisme racial, bien évidemment, va se trouver dans le nazisme. Le nazisme va passer de la race inférieure à la race nuisible, justifiant le fait que si cette race est nuisible, il n'y a qu'une seule solution, c'est de l'exterminer. Je continue avec le mot anti-sionisme. Toujours en regardant l'étymologie, c'est les partisans du retour à Sion. Le nom de Sion désigne depuis les prophètes la montagne de Jérusalem, puis va finir par désigner, toujours chez les prophètes bibliques, la terre d'Israël. Le retour à Sion est donc inscrit dans l'espérance du peuple juif depuis des générations et des générations. Souvenons-nous de la maxime qui termine le Seder de la Pâque juive à la fin de la lecture de la Haggadah, l'an prochain à Jérusalem. Mais plus communément, le sionisme est d'abord un mouvement politique et laïque qui se développe à la fin du XIXe siècle. Ce mouvement cherche, au contraire du messianisme religieux qui est suspendu à la seule volonté divine du retour, ce mouvement définit un programme, si je puis dire, pour le peuple juif qui doit prendre son destin en main et s'organiser pour un retour sur la terre des ancêtres. Bien évidemment, est accolé à ce mouvement sioniste le nom de Theodor Herzl, que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Dans la ligne de ce mouvement sioniste, je vais très vite, la création de l'État d'Israël en 1948 s'inscrit parfaitement dans la continuité de cette histoire. Nous savons que le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU vota la résolution 181 qui adopte un plan de partage du mandat des Britanniques en deux États, un État juif et un État arabe, qui seraient liés dans une union économique, la région de Jérusalem-Bethléem étant placée sous administration internationale. Ce n'est pas tout à fait ce projet-là qui a pris naissance, mais en tous les cas, l'existence de l'État d'Israël est donc reconnue et votée, et comme vous le savez, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame à Tel Aviv la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Israël devint membre des Nations Unies le 11 mai 1949 et demeure depuis sa création un État démocratique avec l'égalité des droits. Revenons à notre sujet, être antisioniste, c'est donc être contre le retour à Sion, qui se manifeste aujourd'hui par l'existence de l'État d'Israël. Alors l'antisionisme, c'est souvent être contre l'existence de l'État d'Israël, contester son existence même sur la carte du monde. Mais qu'on s'entende bien, cela ne signifie pas qu'on s'interdit le droit de critiquer la politique de l'État, quel que soit le gouvernement qui soit à la tête de cet État. Il ne faut pas confondre Israël, l'État d'Israël et le gouvernement d'Israël. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a de multiples formes d'antisionisme qui cherchent à détruire l'État d'Israël. C'est le programme du Hamas, puisque nous sommes dans cette actualité, mais en France, nous avons aussi le BDS et bien d'autres. Enfin, l'israélophobie. Alors, ce terme-là, vous n'y êtes peut-être pas très habitué. Israélophobie. Il était quelque part dans le... Je ne le trouve pas. L'israélophobie, eh bien, c'est la haine de l'État d'Israël.
C'est-à-dire que l'israélophobe, accuse Israël de tous les maux. Il projette sur Israël tous les fantasmes. Alors, par exemple, l'État qui prend plaisir à tuer des enfants. Il projette aussi sur Israël tous les démons. Donc, il accuse Israël d'être un État nazi. Il projette sur Israël aussi les frustrations, par exemple, par rapport à la colonisation. L'État d'Israël est l'État colonisateur par excellence. Ce qui signifie qu'Israël est stigmatisé de manière quasiment exclusive. Et petit à petit, cette détestation pavlovienne d'Israël fait que Israël devient le juif du monde. Et c'est là où nous nous retrouvons dans la période actuelle, où finalement l'explosion des actes antisémites suite aux événements du 7 octobre sont exactement l'illustration de cette affirmation. Israël est devenu le juif du monde. On s'attaque aux juifs du monde parce que ces événements actuels en Israël développent des passions de toutes sortes. Pour finir ce petit point de vocabulaire, je vous ai mis quand même en bas la définition qui fait aujourd'hui fonction dans les discussions internationales de la définition de l'antisémitisme. Elle émane de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste qui a été créée en 1998 par le Premier ministre suédois et qui fait fonction de référence. L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. Donc c'est une définition qui est communément acceptée. Merci beaucoup, Daniel, de nous aider à bien nommer les choses en accueillant les distinctions sémantiques et de vocabulaire. Maintenant, on va faire un parcours historique qui va pouvoir nous redonner les grandes périodes de la montée de l'antisémitisme dans le monde, en particulier en Europe et en France, de 2002 à 2020. Très bien. Alors, d'abord, qu'appelons-nous acte antisémite? Il faut savoir ce qu'on appelle acte antisémite. Alors, je prends la terminologie retenue par le ministère de l'Intérieur et vous voyez le logo du SPCJ. Donc, tous les travaux que je fais sur ce thème sont toujours basés sur les rapports du SPCJ, c'est-à-dire du Service de protection de la communauté juive, qui fournit au ministère de l'Intérieur les données exactes. Alors, actuellement, les actes sont constitués des atteintes aux personnes et des atteintes aux biens. Ça, c'est important de voir ces deux catégories. Elles ont évolué, ce n'était pas tout à fait comme cela que l'on classifiait les actes auparavant. Alors, je vous explique, les atteintes aux personnes, j'ai pris le chiffre de 2022, 230 en 2022 rassemblent les attentats ou tentatives d'attentats, les homicides ou tentatives d'homicide, les violences, les propos et gestes menaçants et les tracts ou courriers adressés directement à des personnes. Ça, ce sont les atteintes aux personnes. Puis il y a les atteintes aux biens, donc 205 en 2022, qui rassemblent les incendies ou tentatives, les dégradations et vandalismes, les inscriptions sur des communautés, des centres culturels ou cultuels, des écoles juives, etc., des maisons individuelles aussi, les propos et gestes menaçants et les tracts ou courriers qui sont envoyés, par exemple, à une institution juive, pas à une personne en particulier. Alors, je fais cette petite remarque, c'est que depuis 2021, on fait cette distinction entre atteinte aux biens, atteinte aux personnes. Je vous dis en remarque qu'en 2019, on faisait encore une classification sous deux modes, les violences et les menaces. On ne distinguait pas les personnes et les biens.
D'abord les violences, agressions physiques, verbales, attaques de biens, et les menaces verbales, des lettres, des tags, des mails ou sur les biens. Et vous voyez que c'est à partir de 2021, quand les attaques aux personnes ont vraiment explosé, que la manière de répertorier les actes antisémites a changé. Et on différencie bien les personnes et les biens. Et je vous ai mis, les atteintes aux personnes ont augmenté surtout depuis le 2021. Et un autre point aussi caractéristique, c'est que leur caractère de ces attaques aux personnes est devenu beaucoup plus violent et on remarque l'utilisation d'armes. Ça peut être couteau, mais ça peut être plus grave encore. Alors, voilà un tableau. C'est toujours un petit peu délicat d'analyser un tableau. Je pense que vous pourrez le faire lorsque vous aurez le PowerPoint avec vous. Je voudrais simplement qu'on regarde deux, trois points et après je vais expliquer. D'abord, il y a deux périodes, la période 2002 et la période 2012. 2002-2012, pardon, et 2012-2022. Alors, 2012, pour nous en France, c'est l'attentat de Toulouse. Hein, donc, c'est un moment charnière. Maintenant, je regarde ce tableau et je regarde les pointes. Alors, l'année 2000, je vais vous en parler. Hein, donc, laissons l'année 2000. Alors, regardons d'abord de 2002 à 2012 et regardons les pointes. Alors, les pointes, nous les trouvons en 2002, nous la trouvons surtout en 2004, nous la trouvons en 2009. Un petit peu en 2012, mais 2012, ça va être la charnière. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a des pointes en 2002, 2004, 2009. Hein, je vais y revenir après. Et puis, pour la deuxième période, 2012-2022, même chose. Alors, j'ai dit 2012, ce sont les attentats de Toulouse, donc c'est un point de rupture pour nous en France. Et vous voyez qu'on y voit une pointe en 2014, une pointe en 2015 et une pointe en 2019. Alors, la pointe de 2015, vous vous rappelez l'année 2015, c'est l'attentat de Charlie, c'est l'hypercachère, c'est donc ce qu'on appelle, nous, hein, la période des attentats avec le Bataclan pour finir l'année, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà les deux grandes périodes et les pointes, j'y reviens maintenant. Alors, je voudrais dire que 1975-1995, c'est la période heureuse. Le rabbin de ma ville dit heureux comme un juif en France. Il dit non heureux comme un juif à Blanc-Ménil puisque c'est le nom de ma ville. C'est-à-dire que c'est une période, on va dire, où les juifs, en particulier ceux qui sont venus d'Afrique du Nord, ont commencé à se réinstaller en France, ont redynamisé des communautés, ont parfois construit des synagogues. Avant même de construire ces synagogues, ils ont été accueillis très souvent dans des lieux chrétiens. Il y a une vie juive qui reprend forme. Et puis, on est à 30 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On ne va pas dire que les blessures se pansent parce qu'il y a des béances qui ne se fermeront jamais, mais c'est une situation plutôt heureuse. Mais voilà qu'en octobre 2020, le réveil est très douloureux. C'est ce qu'on appelle la semaine noire. Alors, c'est une semaine qui va durer du 1er au 8 octobre 2000, des années 2000. Et là, peut-être, c'est passé un petit peu à côté, parce que d'abord, l'opinion publique n'était pas familiarisée à ces événements. Et puis, il faut bien dire aussi que le pouvoir politique n'a pas nécessairement réagi. Alors, je vous dis un petit mot de cette semaine. 1er octobre 2000, des fidèles qui sortent de la synagogue d'Aubervilliers et qui se font massacrer. Dans la semaine, le 2 octobre, une synagogue du 19e arrondissement de Paris reçoit des menaces et des insultes téléphoniques. Une bouteille incendiaire est lancée dans l'enceinte de la synagogue. 3 et 4 octobre, engin incendiaire sur la synagogue de Villepinte. 4 et 5, des élèves se font agresser dans des écoles juives, à Saint-Ouen en particulier, et dans le 19e arrondissement. Le 7, cambriolage à la synagogue de Bagnolet.
Le même jour, un restaurant kasher est attaqué à Paris. Durant l'office de Minra, un engin est déposé dans la cour de l'école Schneor à Aubervilliers. C'est un jeune fidèle qui, in extremis, va mettre l'engin incendiaire de côté. Le dimanche 8, même chose, explosif dans une synagogue à Clichy-sous-Bois. Et il n'y a pas que le 93, mais déjà vous voyez qu'on se faisait beaucoup remarquer. Des tombes sont profanées, en particulier au cimetière de Trappes. Des cocktails Molotov sont envoyés à la synagogue des Ulysses. Donc, ça a été un réveil douloureux. La société ne l'a peut-être pas vu, mais dans la communauté juive, immédiatement, il y a eu des réactions parce que ce qu'on croyait fini à jamais avait l'air de remettre là le bout de son nez. Alors, période 2002-2012 maintenant. Il y a 3 caractéristiques, je ne veux pas vous ennuyer avec trop de chiffres. Mais corrélation entre les actes antisémites et les événements au Proche ou au Moyen-Orient, en particulier instrumentalisation du conflit israélo-palestinien. Vous avez vu 3 pics tout à l'heure dans le schéma. 2002, c'est deuxième intifada. 2004, c'est ce qu'on appelle l'opération Arc-en-Ciel. Et 2009, vous devez vous rappeler peut-être, c'est l'opération Plomb durci qui va continuer par la guerre à Gaza. Donc là, il y a effectivement des réactions quasi instantanées en France et en Europe, mais parlons de la France, quand il y a ces pics d'événements, donc au Moyen-Orient et en particulier, bien sûr, en Israël. La deuxième remarque que je voudrais faire tout de suite, c'est que dans cette période, on s'attaque essentiellement aux biens juifs. Aux biens juifs. Et je rappelle que dans cette période, nous avons un premier point de rupture qui a été aussi un déclencheur dans la communauté juive de France, c'est l'assassinat de Ilan Halimi en 2006. Assassiné parce que juif, si vous vous rappelez, au terme d'une semaine de rapt terrible, et tout simplement parce qu'on lui infligeait le cliché habituel, les juifs sont riches, alors qu'il travaillait dans un magasin de téléphones portables, tout simplement, boulevard Voltaire à Paris. Donc voilà le choc, et voilà pour cette première période. Alors, deuxième période, 2012-2022. Là, cette fois-ci, la corrélation est des actes antisémites, elle est avec les attentats sur le sol français. Plus qu'avec les événements au Proche ou Moyen-Orient, encore qu'il y a des exceptions, puisque sur le schéma tout à l'heure, j'avais montré 2014 et 2019, qui sont aussi 2014 et 2019 en lien avec des événements directs au Proche-Orient et en particulier entre Israël et Gaza. Mais revenons à la France. Cette période, nous avons un choc avec les attentats sur le sol français. On avait eu Ilan Halimi en 2006. Voilà qu'en 2012, nous avons l'assassinat absolument terrifiant de Toulouse, dont on a parlé en début de séance. En 2015, je n'ai pas besoin d'y revenir, hein, Charlie Hebdo, l'hypercacher, le Bataclan, mais l'hypercacher. 2017, nous avons l'assassinat de Madame Halimi et 2018, l'assassinat de Madame Knoll. Donc nous avons là vraiment des attentats sur le sol français uniquement parce que les personnes visées sont juives. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que nous observons aussi, c'est la convergence des différents mouvements antisémites. Alors, on va être un petit peu caricatural, mais quand même, dans cette période, nous voyons toujours, bien sûr, le mouvement antisémite traditionnel de l'extrême droite, mais nous voyons aussi l'antisémitisme véhiculé par ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, et enfin, plus récemment, celui venant d'un islamisme politique radical. Et ces antisémitismes, tous, se nourrissent de la reprise de tous les anciens clichés, les juifs et l'argent, les juifs et le pouvoir, le complot mondial et le développement progressif de la haine d'Israël.
Donc, le juif sur notre sol devient objet de haine car on lui fait endosser tous les maux. Voilà. Ça, c'est une bascule quand même extrêmement importante. Alors, je n'ai pas dit non plus, mais c'est sous-jacent, c'est que cette période recouvre la période de la pandémie, de la Covid-19, et l'explosion des mouvements complotistes, en particulier sur les réseaux sociaux. On accuse les Juifs d'être responsables de la Covid pour faire des profits dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, et autres choses farfelues du genre. Mais là encore, nous pourrions noter ce complotisme qui prend de l'essor alors qu'il était déjà présent, mais peut-être moins évident. Enfin, et nous voyez là bien la bascule, attaque essentiellement au niveau des personnes juives. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais quand je regarde un petit peu, je vous disais que mon département est un peu laboratoire, malheureusement, les explosions vis-à-vis des personnes ont été vraiment très massives à partir de 2017. Je ne vais pas vous en faire la litanie, mais nous avons eu une succession toute l'année 2017 et même 2018 ensuite d'événements, d'incidents, d'actes antisémites au niveau de personnes juives, mais j'allais dire des personnes ordinaires qui vont prendre le tram, qui sortent d'une synagogue, qui sont reconnus, etc., etc., jusqu'à un grand problème à l'université de médecine de Bobigny, où le week-end d'intégration avait comme thème Bob, c'est Bobigny, hein, Bob Auschwitz. Donc vous pouvez imaginer comment les étudiants juifs pouvaient vivre, ceux qui étaient dans cette université, comment ils pouvaient vivre tous ces événements. Alors, les départements les plus touchés par les atteintes aux personnes, c'est Paris en premier, la Seine-Saint-Denis en deuxième, et les plus touchés pour les atteintes aux biens, Paris est toujours en premier, les Bouches-du-Rhône, etc., mais il n'y a plus la Seine-Saint-Denis parce que j'allais dire pratiquement les incidents sur les biens ont déjà eu lieu avant. Donc, la nouveauté maintenant, ça a été effectivement de s'attaquer aux personnes. Alors, quelques images malheureusement de mémoire. Sur une pâtisserie, donc l'inscription Juden, qui rappelle effectivement des périodes terribles. Ça, ce sont des images sur des murs ou des portes dans des villes de mon département. Hitler, c'est mon père. Vive Daesh. Euh, voilà. Les Juifs, je vois pas tout. Euh, Il y a des expressions particulièrement grossières. Voilà, qu'on va pas lire. Voilà, que les uns les autres peuvent lire. Voilà, mais qu'on ne lira Voilà. pas parce que c'est pas notre registre. Mais Voilà. je les ai mises parce que je très vous important. imaginez quand vous rentrez du Important. travail ou qu'un enfant rentre dans la journée de son collège ou de son lycée, qui voit ça sur sa porte ou sur le mur de sa maison, et que pour certains auparavant, ils ont déjà reçu des courriers. Hein, et que certains, quand ils vont déclarer à l'époque à la police leur dit, vous êtes visé, il faut déménager. Donc voilà. Et les boîtes aux lettres aussi. Voilà, c'est ça, là, c'est ça. Donc, madame, oui, il y avait eu une douille dans une boîte aux lettres. Ça, c'est Madame Christine Angot, vous savez, écrivain qu'on connaît bien. Alors, vous vous rappelez sûrement qu'en 2019, il y avait eu sur des boîtes aux lettres où on avait mis le portrait de Madame Veil, elles avaient été taguées. Hein, ça, c'est voilà. Donc, on s'attaquait aux personnalités. Vous voyez, Madame Angot, ben, alors, j'ai remis ça parce que je dis il faut être attentif à tout. Il ne faut rien laisser passer. Ça, c'est le moment des gilets jaunes. Hein. Donc, vous vous rappelez Macron, Daï, Attali. Ça veut dire la banque, les médias et bien sûr Tsillon, avec un S qui ne laisse aucun doute sur la manière dont on écrit Tsillon. Ça, c'est au moment des gilets jaunes où vous vous rappelez, Monsieur Finkielkraut avait été interviewé
interpellé, on lui avait dit retourne à Tel Aviv. Et c'était là où je dis, eh ben, Israël, c'est le juif, quoi. On confond tout. Et là, ça m'avait particulièrement choqué. C'est un carnaval ou une cavalcade dans un pays, une petite ville belge, pas loin de la frontière française. Vous voyez le thème, j'ai pas besoin d'expliquer. On avait caricaturé des juifs et qui marchaient sur des seaux entiers d'argent, de pièces. Alors, je dis cela parce que quand je montre ça à des jeunes, je dis il ne faut rien laisser passer. Voilà. Peut-être ça fait la 20e fois qu'on avertit, eh ben, il faut rien laisser passer. Et alors ça, c'est plus près de chez moi, voilà. Vous voyez, le Parisien avait titré des familles juives contraintes de déménager, voilà le juif qui repart. Et ça, c'est un couple que j'aime particulièrement bien, mais qui est complètement détruit, de Livry-Gargan avec leur fils. C'était vraiment des acteurs très importants, le monsieur en particulier de la synagogue de Livry-Gargan. On est rentré, enfin, des jeunes cagoulés sont rentrés chez eux, les ont molestés presque jusqu'à la mort, et ils ont été attachés sur des chaises. Et la dame a réussi, après 5 heures de souffrance, de faire signe par téléphone. Ils ont été libérés, on leur a pris leur carte bleue, leurs bijoux, etc. Mais ces gens ont été complètement traumatisés. C'est Madame Pinto. Le procès a eu lieu en 2021. Bon, il y a eu des peines, mais en tout cas, cette famille, elle est cassée. Alors nous arrivons à l'année 2023 et avec cette explosion exponentielle à partir du 7 octobre. Voilà. Donc, nous allons parler de 2023. Et là, je vous rappelle que je suis toujours sur les chiffres du SPCJ. Donc, ce sont des chiffres. Est-ce que tu peux redire le SP? Oui, le SPCJ, c'est le service de protection de la communauté juive, qui assure la sécurité de beaucoup d'événements, qui est toujours en lien avec les communautés juives en France et qui est la source des chiffres du ministère de l'Intérieur. Je me permets de vous redire ceci parce que si vous avez à expliquer un certain nombre de choses, ce sont des chiffres officiels. Et alors, bien évidemment, les chiffres officiels ne sont répertoriés que s'il y a eu des plaintes. Donc, il faut bien se dire aussi qu'il y a tous ceux qui ne vont pas aller porter plainte parce que dans certains endroits, on est quand même dans la peur. Et donc, les gens ne veulent pas, les familles juives ne veulent pas se faire remarquer encore en allant porter plainte. Donc, il faut se dire que ça, ce sont des chiffres minimaux quelque part, hein. Alors, voilà pour l'année 2023. 1676 actes antisémites recensés pour toute l'année, soit 1000% d'augmentation par rapport à 2022. Ça, vous avez dû l'entendre dans beaucoup de médias, avec une explosion exponentielle à partir du 7 octobre 2023. Il n'y a qu'à regarder les chiffres qui sont sur le schéma, ils parlent d'eux-mêmes. Regardez octobre, novembre et on verra décembre plus loin. La moyenne quotidienne fait donc environ 25 actes antisémites au cours des 30 jours, c'est-à-dire du mois qui a suivi le 7 octobre. Écoutez bien le 7 octobre. Durant les 3 mois qui ont suivi, le nombre d'actes antisémites a égalé celui des 3 années précédentes cumulées. On n'a jamais connu ça. Donc, il faut en être bien conscient. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais je pense qu'il est de notre devoir de savoir cela. Alors, un autre petit schéma qui vous montre une évolution entre octobre et décembre. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, voilà, regardez le 9 octobre. C'est-à-dire que l'armée d'Israël n'est pas encore entrée réellement dans la phase d'opération militaire à l'intérieur de Gaza. On est dans la sidération. Le pogrom a lieu le 7, le 8 et le 9, on est dans la sidération. Ces chiffres sont des chiffres de la France. Et c'est quand même assez glaçant de se rendre compte qu'en quelques jours, on est passé de 33 actes à 207, alors qu'on n'est pas encore dans l'opération militaire.
Alors après, bon, vous voyez, les chiffres vont être très importants. Mois d'octobre vont descendre après, bien sûr, mois de décembre. Remonte effectivement, vous voyez, début novembre, parce que là, il y a l'opération militaire est enclenchée. Et donc là, vous avez tous les relais par les réseaux, par toutes les sources d'information qui relatent l'entrée de l'armée israélienne dans Gaza. Voilà. Alors, si vous aimez encore plus, n'est-ce pas, le travail fin des statisticiens, vous avez, alors là, c'est encore très intéressant parce que, voyez, le 8, regardez, le 8 octobre, et regardez le 10, le 11, et après, voilà. Donc, si vous voulez faire un travail un petit peu fin, il y a peut-être des statisticiens qui sont intéressés par cela, je pense que c'est quand même un enseignement très fort pour nous de s'interroger sur la nature des actes antisémites. Elle est multiple, bien sûr, en lien avec cet événement du 7 octobre. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir les grandes tendances de cette année 2023. Alors, tu nous soulignes 4 tendances, si tu peux nous les présenter. Oui, alors, je dis en sous-titre, elles corroborent celles des années précédentes, c'est-à-dire qu'elles ne vont faire que augmenter finalement ce qui était déjà en marche. D'abord, les actes antisémites portent atteinte principalement, près de 60%, aux personnes. Donc cela, c'est vraiment une tendance, malheureusement, qui se confirme. Ça s'accentue. Ça s'accentue et ça se confirme et ça devient finalement, j'allais pas dire presque banal, mais on dit, oh ben encore, oh ben encore. Mais il ne faut jamais dire encore. Il faut jamais dire encore. Parce que quand une famille est atteinte, toute la famille est atteinte. Et c'est la vie ordinaire, celle que nous menons sans nous poser de questions, qui est impactée. Violence physique, propos ou gestes menaçants, tracts et courriers. Et moins au bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, les dégradations, les inscriptions, etc. Cette fois-ci, ce sont les personnes. Deuxième point, les actes antisémites sont principalement des propos et gestes menaçants dans plus de 40% des cas. Ce qui est là, heureusement, ce ne sont pas des attentats, malheureusement, mais ces propos et ces gestes, ils ont comme but de déstabiliser les familles juives et de les faire entrer dans un cercle de la peur. Un cercle de la peur. Troisième point, et c'est très important, et moi je suis très préoccupée par cela. Les actes antisémites sont commis essentiellement dans la sphère privée. Regardez ce chiffre, plus 1500% depuis le 7 octobre. Et sur la voie publique, 20% cette année. Je m'arrête 30 secondes sur la sphère privée. Parce que je suis entre autres, moi, dans un département où beaucoup de juifs sont partis, bien évidemment pour des raisons de sécurité. L'année 2014 a été une année, puis 2015, ça a été un petit peu le point de départ. Mais imaginez, plus 1500% depuis le 7 octobre. Dans la sphère privée, ça veut dire votre voisin, votre collègue de travail, votre commerçant, des gens qui vous ont croisés, mais qui savent plus ou moins que vous êtes juif, deviennent des dangers. Ce n'est pas le lieu, je n'ai pas le temps de vous donner beaucoup d'exemples. Une excellente amie se fait repérer dans le tram qu'elle prend depuis des années. Tout d'un coup, un collègue de travail fait une remarque. Un voisin commence à changer d'attitude. Imaginez les familles qui ont des enfants. Les enfants partent à l'école tous les jours. Et donc finalement, puisque c'est sur la voie publique, ça peut être dans la rue. Ça peut être devant chez soi, ça peut être quand on fait les courses. Ça veut dire que la vie ordinaire devient très, très difficile et que forcément, la peur s'installe. Et que pour peu qu'une famille connue
ait eu un de ces incidents dans la communauté, ça se sait. Et donc, on a peur pour son enfant, on a peur pour soi, on a peur pour sa femme qui part au travail. Je ne veux pas être alarmiste, mais ça, c'est un chiffre qui, pour moi, est significatif. C'est-à-dire que est-ce qu'un juif peut mener une vie ordinaire aujourd'hui en France? C'est la grande question. Et, l'autre question connexe, c'est est-ce que c'est des endroits particuliers où se déploie l'antisémitisme ou c'est sur tout le territoire? Alors voilà, c'est le quatrième point. Merci Christophe, parce que c'est ça la nouveauté par rapport, vous avez vu dans les schémas que je vous ai donnés avant, c'était toujours un petit peu les mêmes départements qui arrivaient, hein. En gros, on avait Paris, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, voilà, on avait le Rhône aussi avec Lyon. On avait toujours un petit peu dans les différents schémas, jusqu'aux années 2021, on avait à peu près, pas toujours dans le même ordre, mais on avait à peu près. Tandis que là, regardez, ça c'est aussi une inquiétude. Les actes antisémites sont commis presque partout sur le territoire national. C'est pas simplement Paris et la banlieue, et en particulier la banlieue nord. Les actes antisémites recensés ont été commis dans 616 villes, et pas forcément des grandes villes. C'est ça qui est très inquiétant. Ou communes différentes. Et dans 95 des 101 départements français. Donc, il faut bien prendre conscience que c'est la vie ordinaire des Juifs qui est menacée et que, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ils sont menacés, à plus ou moins grande échelle, mais ils sont menacés. Et ça, je voudrais attirer votre attention parce que c'est vraiment les caractéristiques de l'année 2023 qui changent quand même beaucoup la donne. Parce que nos amis juifs se posent une question, où aller? Où aller? Alors on va voir maintenant euh, ce que l'on appelle la sphère privée et Voilà. l'évolution de ces actes. Voilà, alors vous voyez, c'est un petit peu, ça corrobore ce que je vous ai dit. Je vous ai dit plus 1500% depuis le 7 octobre. Mais vous voyez que cette courbe ressemble beaucoup, finalement, à la courbe générale de l'année 2023. C'est-à-dire que, bon, il y a eu des... En juin, vous vous rappelez qu'il y a eu des émeutes, hein, en juin 2023. Parce que dès qu'il y a quoi que ce soit comme type d'émeute, finalement, au bout du compte, vous avez toujours des pancartes antisémites qui fleurissent. Mais regardez, c'est tout à fait corrélé aux événements du 7 octobre. C'est exactement comme la courbe nationale, hein, et c'est essentiellement la sphère privée. Alors on voit un des lieux très importants qui est le milieu scolaire. Voilà. Alors, j'avoue, Christophe, quand j'ai fait cette étude, que j'ai été moi-même très impressionnée. Parce que j'ai été professeur toute ma vie, c'est vrai, dans un lycée, mais que je me suis rendu compte, puisque nous, en tant que délégués, et puis tous ceux qui sont attelés au travail de, des relations entre juifs et chrétiens, on se dit toujours où aller, que faire, comment travailler. Alors, première remarque, dans le milieu scolaire, regardez, plus 1200% depuis le 7 octobre. Et c'est toujours le même type de courbe, regardez. Bon, hein, regardez. Tout explose à partir du mois d'octobre. Ça, déjà, le milieu scolaire en soi. Et l'autre chose, moi, qui m'a aussi interpellée, c'est qu'on a séparé, vous voyez, dans ce schéma, l'école primaire en rouge, le lycée en mauve, l'enseignement supérieur, donc l'université ou les établissements d'enseignement supérieur en jaune, et le collège. Et finalement, eh bien, c'est le collège qui a le plus d'actes antisémites. Alors, l'université, c'est un cas particulier, ça mériterait une étude en soi, hein, puisqu'à l'université, vous savez, déjà en 2019, les étudiants juifs avaient répondu à 89% en disant qu'ils avaient eu au moins une fois
affaire à un acte antisémite et malheureusement le rapport de septembre 2023 commandé par l'UEJF met 93% maintenant d'étudiants concernés. Donc ça, l'université est un cas en soi qui demanderait à être travaillé très très précisément parce qu'elle est aussi très inquiétante. Vous avez entendu les événements à Sciences Po, à la Sorbonne Nouvelle, etc. Mais prenons vraiment l'enseignement, on va dire primaire, collège, lycée. Moi, j'ai été très impressionnée par le fait que ce soit des incidents au collège et qui perdurent, regardez. Hein. Tout de suite, immédiatement en octobre, après, il faut dire qu'il y a les vacances de Toussaint, après novembre et décembre. Donc ça, je pense que pour nous, c'est une interpellation parce qu'on a tendance peut-être à penser lycée, parce que ce sont des plus grands. Moi-même, j'ai eu des élèves de lycée et post-bac. Donc avec eux, on pouvait faire des choses, on pouvait les emmener en voyage de mémoire, etc. Mais aujourd'hui, et on le voit malheureusement ces dernières semaines avec toutes les catastrophes qui arrivent avec tous ces collégiens, cette hyper-violence qui va jusqu'à la mort pour certains. Voilà, donc on est au cœur. Je pense que nous avons une réflexion à faire en direction des collégiens. Alors, petite... distinction. Les chiffres voilà, vont s'affiner. Et là aussi, j'ai été très surprise. Les actes antisémites, alors moi, si on m'avait demandé, j'aurais dit que ils étaient faits en s'adossant à la Palestine. Eh ben, j'ai été surprise, regardez, 40% des actes sont adossés à l'apologie du nazisme. Et c'est toujours le collège en tête, comme vous voyez. Alors, moi, je me pose une question et je dis pour nous, c'est quand même aussi une réflexion à avoir. Depuis des dizaines d'années, nous travaillons sur la mémoire de la Shoah par des biais divers, faire travailler des élèves sur des thèmes, faire travailler à l'occasion d'expositions comme l'exposition sur les Justes. On va en voyage à Auschwitz, on fait rencontrer des témoins de moins en moins, bien sûr. Alors quelquefois, on se dit, mais est-ce qu'il faut continuer encore ce travail? Eh bien, la réponse est oui. Le sondage nous le prouve. Ne nous lassons pas, malheureusement, de continuer à travailler sur la Shoah et donc le nazisme et ce qui a amené la Shoah, alors avec des moyens appropriés aujourd'hui. Il est certain qu'on ne peut pas faire aujourd'hui ce qu'on faisait il y a 20 ans, mais il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Alors, les actes antisémites évoquant la Palestine, un tiers des actes quand même, et vous voyez, là aussi, on a sélectionné. Alors, je vois que en octobre et novembre, le lycée a plus d'actes que le collège, mais il est vrai aussi que dans les programmes d'histoire au lycée, on aborde aussi ces questions du Moyen-Orient. Donc peut-être il y a eu aussi des réactions dans ce sens. J'avance cette hypothèse, mais voilà. Et enfin, l'apologie du djihadisme. Alors là aussi, ce n'est pas au collège, mais c'est au lycée où on a des chiffres plus importants. Voilà, on va pas. L'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur, bien sûr, pour le mois d'octobre, et l'enseignement supérieur. Donc là, c'est plus compliqué. Voilà, ça demanderait aussi un travail sur l'ensemble de la société. Mais en tout cas, je trouve que ces chiffres, en particulier dans le milieu scolaire, nous donnent beaucoup à penser et doit être pris en considération pour orienter aussi notre travail en collaboration avec les enseignants, avec la direction de l'enseignement catholique de nos départements. Il y a 1000 manières de faire, mais il est important que nous soyons alertés sur ces questions. Alors, pour terminer, nous allons écouter quelques grandes voix. D'abord Albert Einstein. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Donc nous sommes interpellés directement. Notre silence, notre indifférence. Robert Badinter, alors
de mémoire bénie, puisqu'il est décédé il n'y a pas si longtemps. Au soir de ma vie, je retrouve hurlés par des fanatiques les mêmes mots que je voyais enfant inscrits à la craie sur les murs de mon lycée parisien avant la guerre. Et bien sûr, un des testaments d'Élie Wiesel, à vous maintenant de faire en sorte que mon passé ne devienne pas votre futur. Donc, laissons résonner ces voix pour nous inciter à agir, même petitement, ne rien laisser passer, même petitement là où nous sommes, car c'est dans le quotidien de la vie aujourd'hui que nous avons, si nous sommes un peu attentifs, à reconnaître les actes de nature antisémite. Et j'aime toujours à finir par cette citation de Frantz Fanon, parce que l'antisémitisme, nous disent souvent les amis juifs, c'est pas l'affaire des juifs ou que l'affaire des juifs, c'est notre affaire à nous, en tant que citoyens, tout simplement. Pour nous, en tant que chrétiens, parce que nous sommes engagés dans ce dialogue, pour certains depuis très longtemps, mais en tout cas, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, qui souhaitent la liberté, la dignité et le respect de tous, quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Alors je pense qu'on a ce message à faire passer parce que les événements qui se succèdent depuis déjà beaucoup trop d'années et depuis cette dernière année, si nous n'y sommes pas vigilants, mettent aussi notre démocratie en danger. Alors, Together Against Antisemitism. Merci beaucoup pour votre patience à m'avoir écouté et surtout, si vous utilisez ce PowerPoint, eh bien, je vous souhaite une belle réussite et de pouvoir répondre aux questions qui vous seront posées. Merci.